Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec David Jayes, essayiste, avec Lucille Schmitt, vice-présidente de la Fabrique écologique, et avec Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « De quoi la France est-elle malade ?» Il est ainsi chapeauté « Colère, ressentiment, désorientation, anxiété ». Les mots ne manquent pas pour dire ce que les Français ont traversé depuis la dissolution de l'Assemblée. Après la fièvre électorale, quelles mesures de réparation seraient susceptibles d'apaiser le pays ? Le 1 propose quelques pistes pour ne pas gâcher une crise, avec le mot d'ordre « cap vers le social ». Notre ami ici présent David Jayes détaille 4 chantiers urgents pour retrouver du pouvoir d'agir et du pouvoir de vivre. Nul doute qu'il ne nous fera part de ces 4 chantiers. Notre prochain enregistrement public aura lieu le dimanche 8 septembre. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site. Et dans notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, nous mettrons en ligne mercredi un nouvel entretien avec Sophie Cazot, journaliste à BFM TV en ligne et chargée de l'observation du grand petit monde des influenceuses et des influenceurs. Elle nous éclairera sur ces 150 000 TikTokers, YouTubeurs et autres nouveaux venus sur la scène d'Internet. Et nous saurons ce qu'ils promeuvent, comment ils se rémunèrent et quelles sont les figures saillantes de leur univers. Enfin, toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Commençons par nous intéresser aux principes de réalité qui vont s'imposer à l'action gouvernementale quand il y aura un gouvernement qui administrera autre chose que les affaires courantes. Le président de la République a accepté mardi la démission de son Premier ministre. Resté de plein exercice malgré la défaite du camp présidentiel, le gouvernement est désormais un gouvernement en affaires courantes. Jusqu'à la nomination d'une nouvelle équipe gouvernementale, l'exécutif se bornera à accomplir le strict nécessaire pour assurer la continuité de l'État. Et ce, pendant quelques semaines, vraisemblablement jusqu'à la fin des Jeux Olympiques au moins, ont affirmé des participants au Conseil des ministres de mardi dernier. La dissolution et son résultat électoral laissent un paysage politique fragmenté, tant sur le plan des groupes que sur le plan des idées. Les alliances qui vont structurer les prochains mois et les prochaines années sont incertaines, entre coalitions introuvables, gouvernements minoritaires et divergences béantes sur de grands enjeux, depuis les retraites jusqu'à la politique salariale en passant par la sécurité. L'ancien secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, pointe les grands chantiers urgents susceptibles de faire consensus dans une coalition républicaine responsable. Je le cite. « Réduire les fractures qui ont lézardé la société, apaiser et réconcilier, endiguer tout risque de crise de régime total, définir un cap économique et social à la fois performant et inclusif, définir une stratégie environnementale à même d'entraîner massivement au sein de la population et rendre à la société du pouvoir d'agir. Je le dis à toutes les forces politiques, à chacun ses remèdes, mais il faut arriver à un consensus pour réduire la dette, dit de son côté le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui rappelle que nous avons 2 dettes, une dette financière et une dette climatique, auxquelles nous devons faire face simultanément. Selon lui, réduire la dette n'est ni de gauche ni de droite, c'est d'intérêt général, car un pays endetté est un pays paralysé. Pour la France, quelle que soit l'option retenue à l'issue de la phase de décantation qui s'ouvre dans un Parlement divisé, la nécessité d'améliorer la situation des finances publiques s'imposera à tous, conclut-il. Sur cette question, David Jayes. Oui, merci beaucoup Philippe. Il me semble que depuis le lendemain du second tour des élections législatives, nous vivons comme une suspension du temps politique, puisque on ne discute presque plus du fond,
On assiste simplement à des empoignades, à des invectives, à des noms de premiers ministres qui sont lancés à la cantonade et souvent livrés en pâture aux réseaux sociaux. Quelques heures après, on voit que le nouveau Front populaire, qui est arrivé en tête des élections législatives, n'arrive pas à se mettre d'accord à cause de divergences profondes, ce qui montre bien que un accord électoral ou une unité d'action conjoncturelle ne vaut pas programme de gouvernement et alliance dans la durée. On a un centre plus ou moins réduit aux acquis qui a réussi à conserver la présidence de l'Assemblée nationale en bricolant une alliance de circonstances avec les LR. Et puis, dans ce paysage, le pôle de stabilité, hélas, c'est le Rassemblement national qui se tient fait profil bas, adopte une posture basse et prépare à l'évidence les prochaines échéances. Quel contraste cruel cette élection à la présidence de l'Assemblée nationale avec ce qui se jouait en Europe le même jour, puisqu'on a aussi élu la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, élue avec 401 voix sur 700 au Parlement européen, une large coalition qui la soutient, qui va des écologistes aux conservateurs, et un programme de gouvernement qui prolonge et infléchit un peu le Green Deal, autour notamment du volet industriel. Donc on voit bien qu'en Europe, on a une capacité à construire des compromis et des coalitions. On a un agenda législatif ambitieux sur des sujets majeurs, alors qu'en France, c'est au contraire une cacophonie politique et une absence totale d'idées. Alors, puisque vous nous invitez à nous interroger un peu sur ce que pourrait faire un gouvernement, lequel toute la question est là, quelques remarques de méthode et de fond. Sur la méthode, je pense que Dominique de Villepin a dit il y a quelques jours des choses intéressantes. L'usage voudrait que le président de la République appelle un représentant du bloc arrivé en tête, donc du nouveau Front populaire. Le problème, c'est que le nouveau Front populaire est incapable de s'entendre sur le nom d'un Premier ministrable. Bon, la Constitution donne normalement cette prérogative au président de la République, donc il pourrait prendre les devants et proposer un nom qui soit au moins compatible avec les orientations du nouveau Front populaire. Au moins pour purger la chose, c'est-à-dire que vous formez un gouvernement qui est soutenu par 180 ou 190 députés, et ensuite on voit s'il y a une capacité à élargir politiquement cette assiette qui est quand même assez étroite. Personnellement, vu ce qui s'est passé à la présidence de l'Assemblée nationale, j'en doute. Je ne pense pas qu'un nouveau Front populaire sous domination de la France insoumise puisse élargir son assiette politique. Mais au moins, vous faites les choses dans l'ordre. Si ça marche, vous avez élargi votre base politique et vous avez un gouvernement qui négocie avec le centre, par exemple. Et si ça ne marche pas, vous avez une censure qui intervient. Et dans ce cas-là, il faut former un gouvernement sur une autre base. Et cette base, c'est celle du Front républicain. On a un peu vite oublié que l'enseignement majeur des élections législatives, c'est que 2/3 des Français se sont exprimés très nettement contre le Rassemblement national, ont très clairement choisi des candidats qui parfois étaient très loin de leurs préférences politiques parce qu'ils ne voulaient sous aucun prétexte d'une France gouvernée par le Rassemblement national. C'est un sursaut moral. C'est un sursaut éthique. Est-ce qu'on peut convertir un sursaut moral en projet politique ? Ce qui se passe sous nos yeux ces derniers jours semble démontrer que ce n'est pas évident. Donc, vous pouvez essayer de constituer un gouvernement de Front républicain. Et puis, si ça ne marche pas, là, on devra aller vers le gouvernement technique, sachant que la France n'est pas la Belgique et qu'on n'a pas, et pas l'Italie non plus. Et donc, on n'a pas de tradition de faire des gouvernements techniques, tout simplement parce qu'on n'a pas de tradition parlementaire. Je rappelle qu'un gouvernement technique, c'est souvent un gouvernement qui est constitué avec un accord tacite d'un grand nombre de partis à la Chambre qui ne veulent pas endosser l'impopularité de réformes difficiles. Le gouvernement Monti en Italie, c'était les partis politiques qui se lavaient les mains des réformes structurelles très difficiles à engager dans la foulée de la crise des finances publiques. Alors, que pourrait faire un gouvernement de front républicain, de front populaire élargi ou technique? Parce que le problème, c'est que nous vivons une crise de l'impuissance et de l'inaction politique en ce moment, alors même que les urgences sont extrêmement nombreuses et qu'il y a urgence à réformer. Je dirais, la première remarque que je voudrais faire, c'est que il faut arriver à conjuguer deux choses qui sont difficiles. Il faut arriver à transformer, parce que sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de l'action publique, il y a des réformes profondes à faire, et en même temps à apaiser, parce qu'on a une société qui, effectivement, est très fracturée, très inquiète, qui est en crise démocratique. En général, les transformateurs ne sont pas des très bons réconciliateurs, et les réconciliateurs sont rarement de très grands réformateurs.
Là, il nous faut quelqu'un, ou il nous faut quelqu'une, ou il nous faut une équipe qui soit à la fois transformatrice et réconciliatrice. S'agissant donc de la réconciliation, parce que c'est la méthode de gouvernement qui prime absolument, je pense que nous pouvons trouver un accord pour une réforme du mode de scrutin. Les 3 blocs politiques sont favorables à la proportionnelle. Moi, je suis un fervent partisan de la proportionnelle parce que ça permet de choisir selon sa sensibilité politique aux élections législatives, et ça force les partis politiques à entrer dans une logique de négociation. Donc c'est extrêmement important. Deuxième priorité d'action, toujours sur la méthode de gouvernement, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites sur la déconcentration. J'ai proposé, et c'est beaucoup plus qu'un artifice de communication, que tous les ministères déménagent dans une ville qui ne soit pas Paris, qui soit une ville moyenne, comme Nevers ou Châteauroux. Ce serait un signal très fort. 2 dernières pistes plutôt d'action qui pourraient réunir une majorité à la Chambre, me semble-t-il, sur l'action publique. Ça fait 30 ans qu'on ne fait rien sur la réforme de l'État. Il faut engager un Big Bang, et ce Big Bang, il doit se faire par une autonomie maximale des écoles, des hôpitaux, des commissariats de police, comme on le fait au Danemark ou aux Pays-Bas, dans le sens de plus d'efficacité. Et dernier point, qui me paraît important, il faut qu'on continue la réindustrialisation verte, et sur ce plan, l'Europe nous montre le bon exemple. On ne parle plus de création de richesse, de production, de transition écologique depuis 3 mois, alors que c'est la bataille. La France s'appauvrit. La France s'appauvrit par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine. C'est une bataille essentielle. Dernière chose sur les finances publiques, on a une dette à 3 100 milliards d'euros. Une remontée des spreads de quelques dizaines de points de base au moment de l'examen de la loi de finances résulterait immédiatement en une baffe financière de l'ordre de 50 milliards d'euros, c'est-à-dire le budget de la défense. Il faut être conscient de ces aspects. Je sais que nous avons des auditeurs à Châteauroux, notamment un auditeur qui nous a soutenus généreusement, et je suis un peu désolé que chaque fois qu'il s'agit de mettre en avant une ville qui contraste par la pauvreté de ses moyens, de son architecture, etc., avec Paris, ce soit le nom de Châteauroux qui sorte. Donc, je dis à nos auditeurs de Châteauroux que nous sommes de tout cœur avec vous. Nicolas Bavrez. Comme on vient de le voir, le cycle électoral de 2024 aboutit à une situation qui est une situation à l'opposé de la clarification qui était attendue. On a d'un côté un système qui est quand même plutôt ingouvernable et un État impuissant. On a une situation constitutionnelle bizarroïde où on a pour l'instant un gouvernement qui administre les affaires courantes, donc il n'y a pas de motion de censure possible, alors que le signal des électeurs a été un signal de changement. Un Premier ministre qui est en même temps chef de groupe, et surtout, finalement, on a un État qui est complètement à l'arrêt depuis le mois de mai dernier, et qui va l'être sans doute jusqu'à la rentrée. Alors, en face, et c'est là que les choses sont compliquées et dangereuses, qu'est-ce que c'est que le principe de réalité qui a été évoqué ? La première réalité, c'est que l'économie française est maintenant complètement à l'arrêt. Donc, il n'y a plus de décision d'investissement, il n'y a plus d'embauche, les capitaux fuient, les défaillances d'entreprises augmentent, le chômage remonte, et donc, pour l'instant, on va droit à la récession pour la fin de l'année. La deuxième réalité, on l'a dit, c'est la dette. La dette, pour l'instant, on est dans une espèce de calme trompeur. Pourquoi ? Parce que même si les taux d'intérêt ont monté, il n'y a pas de vraie attaque des marchés. Pourquoi ? Parce que ce que redoutaient les marchés, c'était une majorité Rassemblement national d'un côté, elle est exclue, et l'application du programme de nouveau Front populaire de l'autre, pour l'instant, c'est exclu. Et donc, tant qu'on n'a pas l'une ou l'autre de ces scénarios, pour l'instant. Mais le calme est trompeur, pourquoi ? Parce que finalement, la dette française tient depuis des années, alors même qu'elle est devenue insoutenable, puisque les taux d'intérêt sont maintenant supérieurs et largement supérieurs à la croissance nominale. Pourquoi est-ce que ça tenait ? Ça tenait pour 3 choses. Premièrement, la solidité des institutions de la Ve République. Deuxièmement, la protection de l'euro. Troisièmement, l'invraisemblable capacité du ministère des Finances à prélever 52% du PIB de ce pays sans qu'il y ait de manifestations trop violentes. Alors, on en a eu, les gilets jaunes, les agriculteurs. On retrouve toujours, quand on fait bouger le système, il est tellement... les impôts sont tellement élevés que quand on le fait bouger, on peut avoir des mouvements, mais grosso modo, bon an, mal an,
l'État prélève 52% du PIB, et avec beaucoup d'ailleurs d'efficacité. Le seul problème, c'est que tout ceci a changé. La Ve République, on l'a dit pour l'instant, elle ne répond plus. La protection de l'euro, l'Allemagne a fait savoir par son ministère des Finances que elle n'accepterait pas la mise en jeu du mécanisme de solidarité de la BCE s'il y avait un choc sur la dette française. Et les impôts, on voit depuis l'an dernier qu'il y a une vraie difficulté à les faire entrer, et ça va être d'autant plus difficile que nous allons aller vers la récession. Donc la deuxième chose, c'est cette crise des finances publiques que la Cour des comptes, à juste titre, pointe. Troisième chose dont on ne parle pas, mais qui me paraît très préoccupante, c'est la situation de Nouvelle-Calédonie. On a une vraie guerre civile, on a un territoire dont toute l'infrastructure économique a été détruite, où rien ne fonctionne, où on a la moitié du GIGN et du RAID qui était censé sécuriser les Jeux Olympiques et qui est déployé sur ce territoire, et aucune solution. C'est une crise qui n'a pour seule issue possible que politique, et non, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de ligne politique, personne ne s'en occupe. Le quatrième point, c'est la torsion quand même du corps politique et social, puisque on aboutit quand même à une frustration qui est très grande. D'abord, il y a quand même 10 millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement national. On peut le déplorer, mais c'est le cas, et il y a l'impression que ce scrutin a été faussé. Et ensuite, il y a beaucoup de gens qu'on a fait voter pour un front républicain dont on s'aperçoit qu'en réalité, il est instrumentalisé pour prolonger l'existant. Et la dernière chose, c'est l'Europe. On en a parlé à l'instant. C'est la première fois quand même que l'Europe est en train d'avancer sans la France. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement neuf que d'ailleurs, y compris beaucoup d'Européens ne pensaient pas possible. Et là encore, ça va laisser des traces qui sont extrêmement durables. Donc voilà pour moi les 5 principes de réalité et les 5 écarts qui sont en train de se creuser entre cette crise politique qui vit dans qu'il faut traiter, mais qui est dans une bulle, et puis le monde réel. Et pour l'Europe, un monde qui va devenir d'autant plus compliqué qu'on voit aujourd'hui que le duo Trump-Vance a de bonnes chances d'arriver au pouvoir aux États-Unis. Lucille Schmitt. Oui, vous nous invitez, Philippe, à nous intéresser aux principes de réalité. Et moi, ce qui me frappe dans la période que vit la France actuellement, c'est qu'il y a, d'une certaine manière, plusieurs principes de réalité qui s'entrechoquent. Il y a à la fois la réalité qui est sortie des élections, qui est un front républicain qui a fonctionné alors même que nous étions, incertains sur la possibilité qu'il existe. Il y a la réalité sociale. Vous parliez de Laurent Berger qui nous l'a rappelé de façon très forte, avec l'idée qui défend d'avoir un projet plus inclusif alors que la société française est fracturée. Et il y a eu à la fois un front républicain et la révélation de ce caractère très fracturé de la société française. Il y a la réalité économique. Vous parliez de Pierre Moscovici. Je rappelle que la Cour des comptes n'avait pas publié son rapport avant les élections pour que ça n'influe pas sur les votes, que ça n'influe pas sur le débat. Mais évidemment, le rapport a été publié juste après les élections. Et que dit ce rapport ? Il nous dit, comme le rappelait David Jez, qu'il y a un niveau de dette qui est extrêmement important, que pour l'instant, il n'y a pas eu d'évolution des marchés financiers, mais que nous sommes sous la menace de cette dette. Et ce qui est intéressant, c'est que Pierre Moscovici reconnaît par ailleurs l'importance de la dette écologique. Et il nous dit, sur cette dette écologique, c'est important, c'est d'avoir, au fond, un investissement qui va creuser le déficit des finances publiques, comme l'avaient d'ailleurs dit également Pisani-Ferry et Selma Mahfouz dans leur rapport. Donc on est dans une situation où, en fait, ces réalités écologiques, sociales, électorales, entrent d'une certaine manière en interaction et en tension. Et ce qui est important dans la période actuelle, c'est comment est-ce que ces principes de réalité peuvent d'une certaine manière s'apparier, s'assembler. Et il nous est très difficile aujourd'hui d'imaginer, comme le disaient David Jez et Nicolas Bavrez, au fond, l'homme ou la femme providentielle, ou même le jeu institutionnel qui permettent à ces réalités de s'assembler. Pourquoi ? Parce que le nouveau Front populaire est soumis à des tensions et à des incohérences manifestes, parce que l'ancienne majorité présidentielle plutôt, est dans une situation de déni par rapport au fait, et de combination par rapport au fait qu'elle a perdu les élections. Et ça me semble être un point essentiel sur lequel je voulais revenir, c'est que le principe de réalité, c'est aussi que les
institutions ne fonctionnent jamais mieux que quand elles ont une relation à la société, et qu'aujourd'hui, ce risque du déni des institutions qui fonctionnent en huis clos par rapport à une société fracturée existe. L'Assemblée nationale est fracturée. Elle a réussi effectivement à s'entendre sur le nom d'une présidente qui est la même que celle avant les élections, et à mon avis, c'est un très mauvais symbole parce que ça donne le sentiment qu'on revient au même alors même qu'on a dit qu'il fallait tenir compte de la réalité. Et je rappelle qu'Emmanuel Macron avait dit que s'il provoquait cette dissolution, c'était justement parce qu'il voulait tenir compte des résultats électoraux et au fond du sentiment des Français. Le risque de ne pas tenir compte du sentiment des Français alors même qu'on a dit qu'on en tenait compte est donc très réel. Et par rapport à cette situation, la question de la relation entre les institutions et la société est ouvertement posée. C'est ça qui va s'imposer en septembre. C'est ça sur lequel la classe politique dans son ensemble, et notamment la gauche qui dit qu'elle a gagné les élections mais qui est incapable d'en tirer un sens des responsabilités, se trouve aujourd'hui confrontée. Que Laurent Wauquiez ait réussi dans les quelques jours qui viennent de s'écouler une bonne combinaison est indéniable, mais je rappelle qu'il a proposé un pacte législatif qui est un pacte qui en fait reprend beaucoup des idées de l'extrême droite, et je rejoins David Geiss sur le fait de dire que pour l'instant le Rassemblement national peut rester silencieux, mais que ces idées au fond risque de nouveau de fracturer le pays, alors même qu'on sort d'un front républicain dans lequel on a vu la France, en majorité, se prononcer contre ces idées. Donc attention à ce déni ce déni de réalité dans lequel se trouvent aujourd'hui ceux qui ont été élus grâce aux Français qui ont accepté, au fond, de laisser de côté certaines de leurs convictions politiques. Je pense que là, il y a un principe de responsabilité qui s'adresse à l'ensemble de la classe politique hors Rassemblement national, qui pour l'instant bénéficie de la séquence qu'on vient de vivre. Étonnons-nous, comme l'a rappelé Lucile, que la Cour des comptes nous rappelle aujourd'hui au respect des principes de réalité, après nous avoir caché la réalité avant l'élection pour être sûr que nous n'en respecterions aucun des principes. Lionel Zinsou. Oui, alors, moi je suis beaucoup moins inquiet que mes camarades, même si je constate effectivement, avec Lucile, avec David, que le spectacle qui est donné par la société politique doit être assez décevant pour la grande majorité, en fait, des électeurs. Et ça doit quand même troubler quelques-uns de regarder la France depuis un balcon européen, parce que en même temps qu'on est un peu incapable de fabriquer une coalition qui reprend l'arc républicain, pour parler le macronien, en même temps, au Parlement européen, on a tout à fait, avec quasi les mêmes personnes, au fond, on a réussi l'arc républicain. Et puis aussi, M. Bardella est désormais le président des Patriotes, d'un des groupes les plus extrémistes du Parlement européen, associé au président Orban, qui ne cache quand même pas ses amitiés russes, et qui d'ailleurs fait du tourisme à Moscou et à Pékin, engageant cela en tant que président du Conseil européen, l'Union européenne. Donc, c'est assez curieux de regarder un Rassemblement national qui ne ressemble à 500 km absolument pas à tout ce qui vient d'être dit, et par ailleurs des partis tout à fait capables de faire sur des programmes très forts, parce que les enjeux du Green Compact, enfin de tout ce qui va être fait au niveau parlementaire européen, c'est considérable. Bon, et c'est peut-être la plus grande priorité. En termes de principe de réalité, c'est probablement là qu'il faut être le plus efficace. Et donc, les mêmes leçons dans un accord écologiste, socialiste et démocrate, et conservateurs modérés, disons, sans aucun problème à 500 km. Donc, moi, je pense que les Français doivent se dire, c'est un peu comme le Tour de France, qui aujourd'hui, à mon avis, intéresse beaucoup plus les Français que les batailles entre M. Bompard, qui ne trouve pas Mme Tubiana sérieuse. Je veux dire, comme les Français ne connaissent pas beaucoup Mme Tubiana et assez peu M. Bompard, le fait qu'ils ne se trouvent pas sérieux l'un l'autre, c'est quand même pas fondamental. Enfin, alors que si vous voulez l'étape Gruissant-Gap, à mon avis, ça c'est beaucoup plus intéressant. Mais en 500 km, on peut résoudre des problèmes qui semblent insolubles. Pourquoi je suis moins inquiet ? Parce que la dette, écoutez, David, 3100 milliards, 112% du PIB. C'est bien triste, c'est un peu inférieur à la Grande-Bretagne, c'est inférieur évidemment aux États-Unis, c'est évidemment inférieur au Japon, enfin, donc c'est assez commun en termes de pourcentage du PIB. Deuxièmement, les taux d'intérêt
suscite une grande tristesse chez Nicolas. Bon, pour l'instant, les taux d'intérêt réels sont à 0. Parce qu'il se trouve qu'on a une inflation qu'heureusement on est capable de combattre avec succès au fil du temps. Enfin, quand on a une inflation à 3 et qu'on emprunte sous une signature souveraine à 3, on est à un taux d'intérêt réel à 0. Donc, faire un tout petit peu attention au fait que le pathos sur l'idée qu'on serait revenu à des niveaux de taux d'intérêt insupportables, et donc la dette est insoutenable, non. Si on est capable de créer de la confiance, ce n'est pas insoutenable. Simplement, ce qui est en jeu, c'est plutôt le déficit qu'il faut absolument, et là on n'a malheureusement aucun degré de liberté, c'est la trajectoire sur laquelle il y a maintenant une grande défiance. Donc c'est pas le stock de dette. Le stock de dette, c'est très bien parce que ça permet aux ménages de s'identifier. Si j'avais 3100 milliards de dettes, franchement, je serais assez mal dans mon foyer. Bon, ça c'est vrai. Et donc, c'est très facile de faire un petit peu de populisme sur la dette. Mais c'est pas le problème, la dette immédiate. Et quand monsieur le premier président de la Cour des comptes parle de la dette climatique, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons 2 dettes. C'est pas de la dette climatique. Nous avons un besoin de réaction, un besoin d'investissement. Mais on n'a pas encore contracté la dette climatique. Franchement, on a peu, en fait, mobilisé. Ce qui est inquiétant, si vous voulez, c'est plutôt qu'on s'est beaucoup endetté pour des raisons de fonctionnement plus que d'investissement. On a pour l'instant un devoir climatique. Et comme dirait, au fond, Nicolas, franchement, là, pour le coup, on est en train de se trouver déclassé comme économie par rapport aux États-Unis, par rapport à d'autres pays européens. Je ne souscris pas à ce que dit Nicolas sur le thème « l'Allemagne est désormais leader en France ». En Europe, excusez-moi. En Europe. Non, la France, c'est le stade d'après, mais on n'est quand même pas tout à fait. Tout à fait. Non, j'ai trop écouté Madame Marine Le Pen, parce que là, je fais du Marine Le Pen automatique. Je suis désolé, ça, c'est vraiment un problème. Donc, en Europe. On aura tout vu. Vous voyez, en Europe. Maintenant, si vous voulez, la situation macroéconomique de l'Allemagne, Nicolas, est plus préoccupante sur les 2 dernières années que celle de la France. Les résultats de l'exécutif allemand aux élections européennes ne sont pas non plus iréniques. Donc, il est évident qu'il y a quand même un problème. Donc, si vous voulez, sur le financier, il y a une question sérieuse qui pourrait appeler un gouvernement de techniciens. Ça, c'est pas faux. Parce que franchement, on doit réduire la dépense et tous les programmes sont en augmentation. Mais moi, je crois que le principe de réalité, il est plutôt social. Et donc, j'irais plutôt dans le sens de David. Je ne sais pas s'il faut mettre des ministères à Nevers plutôt qu'à Châteauroux, mais aller vers les gens et s'occuper de la gestion, en réalité. Pas forcément de la réformation, mais de la gestion des services publics, être proche des gens, gouverner autrement, comme dirait M. Gabriel Attal, ça me paraît absolument essentiel. Ne plus jeter des rapports qu'on demande à M. Borloo sur les quartiers, parce qu'il y avait tout un travail, ne pas jeter le travail qu'on avait demandé à M. Hakim El Karoui sur l'islam de France et la façon d'éviter la fracture avec les Français musulmans, ça me paraît les questions véritables. Les principes de réalité, c'est que nous avons, comme le disait Laurent Berger, malheureusement, la dernière phrase de l'interview, c'est « Alors, je vous ai dit tout ça, mais moi, alors, je ne vais pas m'en occuper. On est bien d'accord, je suis très heureux dans ma vie professionnelle. » Ça, c'est un peu dommage parce que c'est typiquement la personnalité emblématique. Je crois que les sujets sont sociaux, sont de proximité des gens. Et au fond, le folklore de la dette et le pathos financier, ça, c'est plutôt technique. Laissons le gouverneur de la Banque de France devenir Premier ministre et il fera ça très bien si on ne trouve pas d'accord politique. Pas de menace, s'il vous plaît. David Géris. Oui, on le voit dans cette discussion à quel point les défis sont immenses. Et en face, on a une classe politique qui est assez minuscule. Et je pense qu'on n'a jamais été
aussi loin dans la béance entre l'infiniment grand des défis et l'infiniment petit de la classe politique. Je crains qu'on passe des mois, en réalité, à discuter de points de procédure, à avoir des constitutionnalistes sur les plateaux de télévision, et de ce fait à ne pas parler des urgences et des politiques publiques. La réindustrialisation verte, c'est une priorité. Alors, est-ce que la France a tous les moyens pour l'accompagner ? Probablement que beaucoup se joue en Europe. Mais on voit bien que la Chine et les États-Unis sont en train, par une nouvelle forme de politique de l'offre, de réorganiser profondément leur appareil productif. On a un sujet productif en France qui explique d'ailleurs beaucoup du reste, qui explique l'explosion de la dette. Je suis d'accord, Lionel, que le sujet, c'est pas le stock de dette. Le sujet, c'est la confiance des marchés dans la signature de la France. Mais un pays qui n'arrive pas à exécuter correctement ses recettes fiscales, qui n'arrive pas à maîtriser ses dépenses et qui vit avec un crédit conso permanent parce qu'il y a un problème de substance productive et de productivité, ça commence à inquiéter. Et en réalité, sans vouloir faire du pathos financier, on peut très vite passer de l'autre côté du miroir. Rappelez-vous la Grèce en 2007-2008, avant l'explosion financière, tout allait bien, les hôtels étaient pleins, le pays était attractif, et puis tout d'un coup, patatras. Et la confiance, ça met parfois des années à se construire et ça peut se détruire en quelques secondes. Donc ce que je dis juste, c'est qu'il faut envoyer les bons signaux. Et puis l'action publique, et là je suis tout à fait d'accord, il y a un énorme sujet d'efficacité, de proximité, de qualité de nos services publics, et ce sujet n'est pas traité depuis 30 ans. Lucile Schmitt. Oui, moi, ce qui me frappe par rapport à cet enjeu et à notre débat de principe de réalité, c'est notre difficulté à nous projeter dans l'avenir, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui imprègne évidemment la classe politique, c'est quelque chose qui aussi déstabilise la société française. Quel est notre avenir ? Comment est-ce qu'on peut imaginer de le construire de manière positive ? Et en ce sens, je voulais dire deux petites choses, c'est que quand le nom de Laurence Toubiana est évoqué pour être première ministre, ce qui est intéressant, Lionel Zinsou le rappelait, elle n'est pas connue des Français, mais elle est connue de ceux qui ont essayé d'imaginer un avenir différent, puisqu'elle a été une des grandes négociatrices de l'accord de Paris en 2015, à la fois un moment où la diplomatie française pouvait être fière d'elle-même, et un moment où on a imaginé une autre vision de l'avenir pour le monde, pour la société, pour l'Europe, etc. Donc il y a quelque chose sur le fait d'imaginer que des personnalités qui sont capables de se projeter dans l'avenir puissent avoir des responsabilités politique. Et en ce sens, moi, je voulais avoir un point d'alerte, et que Emmanuel Macron a été fragilisé par cette dissolution rapide, imprévue, etc. On lui substitue aujourd'hui de manière très systématique Gabriel Attal, c'est-à-dire qu'on se cherche un nouvel homme providentiel immédiatement, et je trouve qu'on est dans une période de transition politique. Alors, il y a des éléments de rupture, il y a la montée du Rassemblement national, mais on voit bien que les bégaiements pour trouver une culture parlementaire sont intense, et que la difficulté pour les institutions françaises, c'est de nous trouver un nouveau point d'équilibre où on ne se précipite pas immédiatement pour s'inventer 1, 2, 3, que sais-je, hommes ou femmes providentiels, qu'il faut trouver les moyens d'une culture collective. Et ça, c'est le sujet qui nous est collectivement posé. Imaginer un avenir et trouver une culture politique plus collective, je trouve que c'est un beau défi pour la gauche qui, pour l'instant, déçoit énormément sur ces sujets. Pour maintenir la confiance des marchés et ne pas avoir un taux d'intérêt excessif, il nous faut un homme providentiel dans une ville providentielle. Gabriel Attal à Châteauroux, tel est le mot d'ordre. Je vous propose que nous passions au deuxième sujet que nous avions envisagé, celui des États-Unis, la question de savoir s'ils sont rattrapés par leurs démons. Le meeting de Donald Trump à Butler, en Pennsylvanie, le 13 juillet, a frôlé la tragédie avec la tentative d'assassinat contre le candidat républicain. Et bien que l'assaillant présumé, Thomas Matthew Crooks, âgé de 20 ans, ait été identifié par le FBI comme étant inscrit comme électeur républicain, ça n'a pas empêché les partisans de Trump de se déchaîner contre le camp Biden et de l'accuser d'avoir ouvert la voie à l'agression en multipliant, selon eux, les appels à la haine contre leur candidat. Selon un sondage publié le 24 juin par l'équipe du professeur Robert Pape, spécialiste de la violence politique à l'Université de Chicago, environ 10% des adultes américains, c'est-à-dire 26 millions de personnes, soutiennent l'utilisation de la force pour empêcher Donald Trump de devenir président, tandis que 7% des mêmes adultes, c'est-à-dire 18 millions de personnes, soutiennent l'utilisation de la force pour rétablir Donald Trump à la présidence. Le camp Make America Great Again de Donald Trump est largement réfractaire à toute forme de contrôle sur les armes semi-automatiques, comme le fusil
utilisé par Matthew Crooks, les menaces contre les membres du Congrès ont été multipliées par 5 à partir de la première année de l'administration Trump en 2017 par rapport à la période 2001-2016. Un Américain court 6 fois plus de risques de mourir par arme à feu qu'un Français. Et dans certains États, un citoyen peut légalement abattre toute personne perçue comme menaçante. Les Américains détiennent à eux seuls le quart des armes de petit calibre dans le monde, c'est-à-dire près de 400 000 millions. 400 millions, pardon. 1000 millions, ça fait quand même beaucoup. Heureusement qu'on ne me confie pas la gestion de la dette. Au cours de la convention du Parti républicain qui s'est ouverte lundi à Milwaukee, dans le Wisconsin, James David Vance a été choisi comme colistier par Donald Trump. Il s'est fait le porte-voix de l'Amérique déclassée, notamment dans son ouvrage Hillbilly Elegy, ou Élégie pour les ploucs, publié en 2017. Mercredi, Joe Biden, atteint de Covid, déclarait qu'il ne se retirerait de la course à la Maison-Blanche que si un médecin lui déclarait un problème. Quelque temps après, on apprenait, sans que ça ait été confirmé, que l'ancien président Obama pensait que son successeur ne pouvait pas se présenter à nouveau. Sur cette question, Nicolas Bavrez. C'est vrai que le 5 novembre, ça va être un peu le point culminant de cette année de toutes les élections, puisqu'on a eu des élections donc en Europe, mais aussi dans les grandes démocraties du Sud, en Inde, en Afrique du Sud ou au Mexique. Et cette élection, clairement, a connu là un tournant, une succession de tournants. Il y a eu le débat complètement raté de Joe Biden face à Donald Trump le 27 juin. Et puis surtout cet attentat de Butler. Donc aujourd'hui, on a un contraste saisissant. On a un président qui est atteint du Covid, confiné et visiblement malade, avec des défaillances cognitives lourdes. Et de l'autre côté, un Donald Trump qui est en plus, en raison de ses nominations à la Cour suprême, voit toutes les procédures qui ont été engagées contre lui être annulées ou suspendues, et qui apparaît maintenant comme un héros de l'Amérique, avec cette image extrêmement forte où on le voit, le visage ensanglanté, le poing levé, sur fond de drapeau américain, appelant ses partisans à se battre. Et surtout, là où les choses se sont complètement renversées, c'est que Trump était l'homme de la menace contre la démocratie. Il avait montré la réalité de cette menace avec l'assaut du Capitole. Il était l'homme de la violence, il était l'homme de la polarisation. Et avec ce qui s'est passé, paradoxalement, Trump devient l'homme qui peut appeler à l'unité et qui, d'une certaine manière, est victime de la violence plutôt que l'acteur de la violence. Donc, l'élection, clairement, a connu un tournant. Le prochain tournant, c'est de savoir si Biden pourra se maintenir, ce qui me paraît très peu probable. Les démocrates sont maintenant devant un choix cornélien. Ils ont 3 semaines pour se décider. Derrière, on a les problèmes et cette Amérique très étonnante avec un vrai renouveau économique impressionnant, la croissance, les gains de productivité, le plein emploi, en réalité des classes moyennes qui vont mieux, une puissance rétablie à l'international, une démonstration de force, mais aussi d'intelligence stratégique en Ukraine, au Moyen-Orient, face à la Chine, mais un pays qui effectivement est complètement polarisé, divisé et tenté par la violence. Et ça nous ramène à l'histoire des États-Unis, qui est une histoire fondée sur l'opposition du bien et du mal, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui est un pays qui est fondé sur la liberté, mais aussi sur la conquête et sur la prédation. Pour l'Europe, d'un mot, ce qui se passe, et je crois que quelle que soit l'issue de cette élection, ce qui se passe est très important parce que, clairement, le ticket Trump-Vance a un énorme avantage, c'est America First, mais de toute manière, derrière, il y a un esprit très fort d'isolationnisme des États-Unis, une volonté de protectionnisme, de toute manière un basculement vers l'Asie. Et donc, l'Union européenne doit vraiment saisir et très vite réagir, et sur le plan industriel, on en a parlé, et surtout sur le plan de la sécurité, parce que l'Europe et l'Ukraine risquent de se retrouver extrêmement seuls face à la Russie dans quelques mois. Lionel Zinsou. Oui, alors je pense que la période qu'on vit aux États-Unis va inspirer pendant des décennies les chroniqueurs,
les dramaturges, les cinéastes. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Nicolas vient de faire le portrait en creux de l'action de Joe Biden, en disant, au fond, les États-Unis sont beaucoup plus forts qu'il y a 4 ans. Au fond, c'est un bilan assez impressionnant, mais malheureusement, il est rattrapé par quelque chose qui arrive quand même statistiquement à beaucoup d'autres, c'est-à-dire l'imminence du trépas. C'est quand même quelque chose de terrible. C'est un président qui a perdu une partie, malheureusement, pas à tout moment, mais de ses capacités. Et de l'autre côté, portant beaucoup mieux son âge très proche, le président Trump est quelqu'un qui aurait quelques difficultés dans beaucoup de pays, à raison simplement de son casier judiciaire, d'être candidat, dans lequel on vous explique que, bon, il y a des faits d'escroquerie, de détournement de documents secrets confidentiels, d'agressions sexuelles, de complots contre la Constitution dans les affaires du Capitole en 2021. Et il y a un nombre de procédures incroyables et déjà des condamnations. Et avec, au fond, les effets de nomination inéquitables à la Cour suprême, au niveau le plus élevé du système judiciaire, au fond, une situation où il ne sera pas dans la situation qu'il avait décrite lui-même, c'est-à-dire, même incarcéré, je pourrais être candidat, parce que rien ne l'empêche devant les juridictions américaines, et je pourrais même me pardonner moi-même parce que j'ai le pouvoir de m'amnistier, des choses qui n'existent nulle part. Et donc, c'est cette confrontation terrible et tragique d'un président qui a réussi, mais qui malheureusement ne peut probablement pas aller jusqu'à la victoire, et même peut-être pas jusqu'à la candidature. Et puis, un président qui est, au fond, dans l'antichambre de la prison, et tout le monde le sait. Et pourtant, pour l'instant, il est majoritaire. Et en plus, il va y avoir un peu d'éléments de compassion grâce au miracle qu'il a sauvé. Et cela efface l'ensemble de des fautes, disons, qui, dans aucun autre pays, ne permettraient simplement d'être candidat, être conseiller municipal, où que ce soit. Ou dans un... même à Châteauroux. Même à Châteauroux. et pas même rentrer en termes de conformité au conseil d'administration d'aucune société cotée. C'est donc une situation absolument extraordinaire, d'une certaine manière qui serait romanesque si elle n'était pas tragique, avec pourtant des problèmes de fond, et donc j'espère vivement que celle qui pourrait remplacer le président Biden aura le temps de construire quelque chose, parce que le rejet de l'avortement, dont d'ailleurs le nouveau futur vice-président, si Trump est élu, est au fond un des grands combattants, abattre la liberté des avortements. Ça, c'est quelque chose qui a mobilisé beaucoup l'électorat féminin. Il y a évidemment chez les minorités énormément de revendications sur les exactions des forces de l'ordre. Enfin, il y a des sujets qui ont quand même mobilisé énormément l'opinion américaine, et notamment les femmes, et j'espère qu'on pourrait avoir en quelques semaines quelque chose qui nous ferait sortir de la tragédie de cette confrontation d'un protagoniste et un deutéragoniste qui sont d'une faiblesse incroyable. Lucille Schmid. Oui, quand vous nous invitez à réfléchir sur l'Amérique qui est rattrapée par ses démons, on pense à ce que disait George Washington, qui a été premier président des États-Unis et le seul à ne pas avoir été élu comme appartenant à un parti. Et d'emblée, il avertissait contre les dangers de ce qu'on peut appeler le fait d'être hyper partisan. Et au fond, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un côté hyper partisan dans cette situation ultra clivante, ultra polarisée qu'on vit, alors que Donald Trump semble responsable de la violence politique, mais la façon pavlovienne dont les démocrates réagissent à la moindre absurdité dite par Donald Trump ou ses partisans est aussi la marque d'une dégradation profonde du champ politique américain. Ce qui est aussi très important à dire, c'est que pour la première fois dans les études d'opinion, il y a une majorité d'électeurs américains qui se disent indépendants. C'est-à-dire qu'on est dans une situation
où il refuse cette ultra-polarisation, ce caractère hyper partisan. Et au fond, comme en France, comme nous venons de le dire, le fait qu'il y ait un décalage de plus en plus profond entre la pratique de ceux qui sont élus, la pratique institutionnelle et la réalité de la société, est évidemment quelque chose qui donne un sentiment qui délégitime les institutions. Et aux États-Unis, les choses sont portées à l'incandescence, mais c'est aussi un mouvement qui est un mouvement mondial. Donc il y a quelque chose là de profondément dégradé. Lionel Zinsou parlait de la façon dont les juges de la Cour suprême, au fond, ont décidé de s'asseoir sur leur éthique de juge, en pratiquant là un aspect ultra-partisan au sein de la Cour suprême. Et ça, c'est un point qui est essentiel. La deuxième chose qui est importante par rapport à cette dégradation de la vie politique américaine, c'est évidemment le comportement, enfin ce que devient le Grand Old Party, le parti républicain, qui aujourd'hui dépeint une société qui n'a rien à voir avec la société américaine réelle, qui dépeint une situation économique qui n'a rien à voir avec la situation économique très favorable dans laquelle se trouvent aujourd'hui les États-Unis, qui est prêt à pactiser avec Poutine pour ne pas soutenir l'Ukraine. Donc on est dans une situation où, au fond, le Grand Old Party a été lui-même saisi dans son ensemble d'une forme de trumpisation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut remarquer. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la corruption institutionnelle, aujourd'hui, descend de la Cour suprême vers ce grand parti. Et du côté des démocrates, soyons clairs, que Joe Biden imagine de se maintenir est aussi une forme de décomposition incroyable, c'est-à-dire une capacité d'autisme, alors même que l'ensemble des voix maintenant viennent s'élever. Et d'une certaine manière, l'attentat contre Donald Trump oblige aussi Joe Biden à prendre en considération le principe de réalité. Alors qu'est-ce qui peut réellement se passer demain, le 5 novembre ? Au fond, les choses sont peut-être plus ouvertes, effectivement, parce que tout dépend de la façon dont Joe Biden se maintiendra ou pas. Et puis, c'est rappelé par tous les analystes américains, malheureusement. Mais les électeurs américains se déterminent au dernier moment. On dit que c'est dans les 15 derniers jours que l'élection se joue. Et d'ici le 5 novembre, dans cette situation dans laquelle on est, effectivement, de polarisation, de violence, qui, je tiens à l'insister, n'est pas seulement une violence physique, même s'il y a une multiplication des éléments de violence physique à l'égard des juges, à l'égard des élus, depuis maintenant 2016, depuis le moment où Donald Trump a été élu, on a assisté à une contamination de la violence verbale, violence physique à l'égard des élus, et puis cet attentat. Donc tout ça, c'est ce que disait, vous le rappeliez Philippe, Robert Papp, il y a aujourd'hui plus de 40 millions d'Américains qui disent qu'il faut pratiquer la violence au fond pour inverser le cours des choses parce que les institutions sont d'une certaine manière bloquées. Donc tenir compte de cette réalité terrible en fait, démontrée par cette étude, et donc d'une certaine manière, rééquilibrer les choses, avoir moins de violence verbale, moins de violence physique et moins de violence par les armes, c'est quelque chose qui est devant nous. Est-ce que ça va se passer ? La plupart des analystes sont très pessimistes. David Jayes. Oui, il y a un livre qui a été publié aux États-Unis il y a quelques années en sciences politiques qui s'appelle « Comment meurent les démocraties ». Et je ne sais pas s'il est traduit en français, il faudra regarder. Et c'est un livre très intéressant parce qu'il dit que le principal risque existentiel qui pèse sur les démocraties, c'est pas un risque exogène lié à un coup d'État militaire ou à une invasion étrangère, comme ça a été le cas pendant tout le XXe siècle, mais c'est un risque qui est lié à la perte de mœurs démocratiques. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un système dont le revêtement institutionnel est de part en part démocratique. Ce système est extrêmement vulnérable si ses animateurs, ses acteurs perdent la foi. Parce que la démocratie, c'est tout autant une culture, des mœurs, un acte de foi que des institutions. Et le livre va même plus loin, puisqu'il dit le système démocratique est tellement plastique que lorsque l'on perd la foi dans les valeurs démocratiques, on peut le retourner contre lui-même. On peut marquer contre son camp. Et parmi les exemples, il y a la persécution judiciaire dont a été victime le président Lula au Brésil. Persécution judiciaire, lawfare, comme on dit en anglais, organisée par Sergio Moro, alors juge fédéral, qui ensuite est devenu ministre d'extrême droite de la justice de Bolsonaro. Et on voit la même chose se produire aux États-Unis avec ces nominations de juges ultra-conservateurs à la Cour suprême qui viennent d'exonérer Donald Trump de toute poursuite judiciaire et qui lui ouvrent un boulevard, en quelque sorte, pour l'élection présidentielle de novembre. Donc ça montre bien qu'on peut avoir des institutions parfaitement démocratiques, une séparation des pouvoirs sur le papier, un état de droit sur le papier. Si les acteurs refusent de jouer le jeu et perdent la foi, eh bien le système peut se retourner contre lui-même. Et je ne vois pas dans ce contexte
un scénario très optimiste pour les États-Unis. On voit bien que Donald Trump, qui avait déjà contesté sa propre défaite en 2021, a échappé par miracle à un attentat, ce qui va évidemment relancer le messianisme autour de sa personne, messianisme qui n'est pas nul dans le camp républicain. En face, on voit que Joe Biden est de plus en plus frappé par l'âge, par une forme de sénilité, par des défaillances cognitives. Et d'ailleurs, c'est assez injuste parce que Joe Biden a un bilan économique, climatique et géopolitique tout à fait remarquable. C'est pour moi, en termes de bilan, le meilleur président démocrate depuis Truman. En réalité, bilan qu'il doit beaucoup à son équipe, beaucoup plus qu'à lui seul. Mais c'est assez injuste parce que, par exemple, un des ressorts profonds du vote républicain, c'est la désindustrialisation de l'Amérique, de la Rust Belt, c'est la stagnation, voire le laminage d'une classe moyenne qui prospérait avec la grande industrie américaine dans les années 60-70, et avec Inflation Reduction Act, avec tout le programme de réindustrialisation qui est à l'œuvre depuis 3 ans, on voit que, certes encore timidement, ça commence à porter ses fruits, qu'il y a des communautés dans des États comme l'Illinois ou l'Indiana qui commencent à reconstituer de la force industrielle, et il y a des frémissements intéressants. Mais les électeurs ne lui en seront malheureusement pas gré. Et face à ça, on voit qu'effectivement, Donald Trump, dans le tandem qu'il forme avec J.D. Vance, a choisi la voie de l'idéologie de cette Amérique blanche qui dénonce le wokisme, qui dénonce la domination intellectuelle du New York Times et des grandes métropoles, qui, dans un contexte de stagnation productive, considère que ça n'est pas bien de partager les ressources avec l'autre, avec l'immigré, avec le musulman, avec le Mexicain, avec, bref, tous ceux qui viennent d'ailleurs. Cette Amérique des petites villes, cette Amérique des États républicains. Et donc, on a un niveau de polarisation extrême, on a une perte de foi des dirigeants dans la démocratie, on a une sénescence du personnel politique, on a une redynastisation de la vie politique américaine, et donc tous les voyants sont au rouge en quelque sorte pour que le mois de novembre nous amène la grande catastrophe que nous redoutons tous. Je pense que le livre auquel vous faisiez allusion, c'est pas Comment meurt la démocratie, qui est un livre d'un Français, mais c'est un livre de 2 Américains qui s'appellent Steven Levitsky et Daniel Ziblatt. Ça s'appelle La mort des démocraties. Oui, c'est non ça. Pas Comment les démocraties meurent. C'est chez Kalman Levy. On mettra la référence sur notre site et surtout on la mettra sur le compendium auquel je vous encourage, d'autant plus que c'est tout ce qu'il y a de plus gratuit, à vous abonner. Vous êtes d'ailleurs nombreux à le faire. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je vais faire 2 recommandations. La première, c'est... 2 interventions, plutôt. La première, c'est à la Galerie des Gobelins, l'exposition des peintures qu'on appelle les May, M-A-Y-S, de Notre-Dame, c'est-à-dire les peintures qui étaient offertes par une corporation, en l'occurrence celle des Orfèvres, et qui étaient dans les chapelles latérales de Notre-Dame, qu'on voyait peu ou mal, qui étaient peu ou mal entretenues, nettoyées, etc. Elles sont là nettoyées, restaurées, elles sont tout à fait remarquables. Donc chacune de ces peintures de très grande dimension part d'un verset de la Bible ou des Actes des Apôtres qui est commandé spécifiquement à l'artiste pour être illustré. C'est à la Galerie des Gobelins et c'est, je crois, jusqu'à la fin de l'automne. Et puis, je voudrais rendre hommage à Benoît Dutertre, mort d'une crise cardiaque à 64 ans, mercredi dernier, et dont Étienne de Montetti a si justement écrit dans le Figaro qu'entre 1000 dons, musique et littérature, il avait celui de l'amitié. Ami, il le fut de Jean-Jacques Saint-Pé et de Milan Kundera, de Philippe Muret et de Jean Clair. Il était studieux, mais sans l'afficher, courageux, mais sans en faire parade. Il fit rendre gorge au monde, qui, ne supportant pas sa critique de la musique contemporaine française et du pontificat de Pierre Boulez, l'avait comparé à Robert Forisson. Le Monde, aussi rancunier que la mule du pape Boniface, a passé sous silence cet épisode dans l'articulé d'une parfaite platitude, un modèle de platitude qu'il a consacré à la mort du producteur d'Étonnez-moi Benoît, article d'ailleurs qui a mis 24 heures de plus que dans les autres journaux à sortir.
Son ironie était à la fois cruelle et de bonne humeur, qu'il brocarde l'époque ou qu'il tourne la mairie et la maire de Paris en ridicule, et dans les choix qui lui ont valu tant d'auditeurs heureux à France Musique, tout était sincère et il réussissait à naviguer non pas à contre-courant, mais sur des cours d'eau à l'écart. Il se sentait du Havre, où il était né, et des Vosges, où il avait acheté une maison, du pays reçu et du pays choisi, et il savait en parler et les faire découvrir. L'incrédulité a rendu encore plus navrante l'annonce que son cœur l'avait lâché. Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Je voulais recommander la lecture d'un roman qui s'appelle Impossibles adieux, de la romancière et poétesse coréenne Han Kwang, qui est assez extraordinaire parce qu'il nous plonge dans l'histoire de la Corée en 1948-1949, à un moment où un grand massacre a eu lieu sur l'île de Jeju, qui est une île au sud de la péninsule coréenne. Et pourquoi est-ce que ce roman est extraordinaire ? Parce que ça se passe en hiver, dans une ambiance complètement où la neige ne cesse de tomber et où en fait les fantômes de ceux qui ont été massacrés à l'époque et dont le déni du massacre a imprégné toute une famille vont ressurgir progressivement. Et en fait, ces impossibles adieux, ce sont les adieux impossibles à ceux qui ont disparu sans qu'on sache où est-ce qu'ils ont été, sans qu'on sache où leurs corps ont été. Et c'est un voyage incroyable où en fait cauchemar, rêve et réalité ne cessent de se mêler autour de cette narratrice qui va partir dans l'île de Jeju de façon complètement anecdotique pour aller, nourrir le perroquet blanc d'une de ses amies qui se trouve à l'hôpital. Ce perroquet blanc, d'une certaine manière, c'est une sorte de flocon de neige qui nous ramène à cette histoire oubliée. Et ça montre comment les démocraties peuvent aussi se construire sur le déni historique. C'est très intéressant et c'est très bouleversant. Lionel Zinsou. Oui, alors moi, je me suis mis à la lecture de quelque chose de peut-être moins séduisant, le style, mais qui est le dernier livre de Jean-Luc Mélenchon. Ah bon ? Faites mieux. Comme on connaissait la blague qu'on racontait de l'autre côté du rideau de fer, où un membre du Parti communiste peu zélé croise dans son chef de cellule dans la rue, son chef de cellule l'engueule et lui dit « Mais pourquoi tu n'es pas venu à la dernière réunion ?» Et il répond « Si j'avais su que c'était la dernière. » Oui, mais voilà, il y a dans la personnalité de Jean-Luc Mélenchon encore énormément à découvrir, parce que c'est quelqu'un quand même qui a une capacité de métamorphose qui est hors du commun, et donc c'est bien de le lire, pas simplement de l'entendre. C'est un très grand tribun. C'est un écrivain peut-être un petit peu moins parfait, mais il a un peu de temps encore devant lui. En termes cognitifs, si vous voulez, c'est pas mal, mais on sent l'autodidacte studieux quand même. Parce qu'en fait, quand on regarde ce qu'il a fait dans la vie, intellectuellement ou professionnellement, au fond, rien, je crois, sauf de la politique, ce qui est quand même très honorable. Mais évidemment, ça ne nourrit pas forcément un patrimoine intellectuel. Et là, c'est un livre théorique. C'est un livre théorique qui se défend comme théorique. Qui ne va pas éclipser tout le travail, si vous voulez, des métaphysiciens, mais justement, c'est aller au-devant de cette personnalité. Et il y a quand même des fulgurances qui vont plaire à Lucille, parce qu'au fond, il a été écologiste assez tôt. Oui, je sais. Oui. Et notamment, c'est un des rares politiques, et encore plus rares philosophes, et idéologue qui fait un plaidoyer pour l'eau qui est assez devenu très très banal, hein, mais qui en son temps était assez neuf. Donc il y a comme ça des éclairs une espèce de voyance et en même temps une exécration de tout ce qui a été sa carrière de politicien social-démocrate. Parce qu'il a été conseiller municipal, conseiller général, député européen, sénateur, ministre de Lionel Jospin. Et puis il y a eu abjuration et il y a eu exécration de François Hollande. Ça, c'est aussi assez intéressant. Donc, comment vous théorisez qu'on peut être, au fond, à la fois un ministre de Lionel Jospin et le dernier des ennemis et des assassins politiques de François Hollande. Donc tout ça est théorisé. Et donc je pense qu'il y a à la fois un moment pour l'été qui est agréable parce que c'est tellement, à quelques moments, c'est tellement involontairement humoristique que
je pense que tout le monde sera content. Et en même temps, il y a cette espèce de contradiction permanente dans sa biographie et dans sa pensée qui fait quand même profondeur. Et donc, pour la plage, je vous assure, faites mieux, cet hymne à la jeunesse, et il est très populaire auprès de la jeunesse, qu'il fait sortir de l'abstention. Donc, c'est vraiment très important de comprendre Jean-Luc Mélenchon comme philosophe. Nicolas Bavrez. Alors, pour compléter la lecture de Jean-Luc Mélenchon, et peut-être à titre d'antidote, j'aurais 2 recommandations. La première, c'est la bande dessinée qui a été tirée du livre à succès d'un avocat qui s'appelle Sands, Retour à Lemberg. Et donc, il est retourné à Lemberg, qui s'appelle aujourd'hui Lviv, et qui est en Ukraine, et d'où vient sa famille, qui a été largement exterminée pendant la Shoah. Et il fait en fait l'histoire de 2 juristes juifs qui se trouvent être tous les 2 issus de cette ville, Lauterpacht et Lemkin, et qui sont les 2 juristes qui ont inventé les notions de crime contre l'humanité et de crime de génocide qu'ils ont réussi ensuite à faire reconnaître au procès de Nuremberg. Et c'est vrai que cette histoire est extrêmement intéressante, et malheureusement, elle est très actuelle parce que ce sont des notions qui, aujourd'hui, reprennent tout leur sens. Et là, le véritable antidote à Jean-Luc Mélenchon, c'est l'excellente réédition par Kalman Levy de Les dieux ont soif d'Anatole France. Anatole France a été excommunié, c'était une grande figure de la gauche. Il était admiré par Joseph Conrad. Milan Kundera a expliqué que c'était à travers la lecture de ce livre qu'il avait découvert quel était finalement le fonctionnement interne d'une dictature. Et c'est vraiment un très bon livre, excommunié donc par Aragon et les surréalistes juste au moment où Anatole France est mort, donc il y a 100 ans, en 1924. Mais ça vaut vraiment la peine de le lire. C'est donc un livre qui se passe pendant la Terreur, où on voit un peintre qui est un peintre raté et qui devient un juge fanatique au sein du tribunal révolutionnaire, et qui évidemment finira lui-même sur l'échafaud. Je n'ai jamais lu un roman d'Anatole France sans en tirer un grand plaisir, et du style et du fond. Et donc j'abonde dans l'idée, non pas de le réhabiliter, mais de le faire lire. David Jayes. Oui, alors moi je voudrais recommander un livre du sociologue Michel Crozier, pour lequel j'ai une grande admiration, qui est l'un des pères de la sociologie des organisations, qu'on connaît bien pour ses analyses de la bureaucratie, de la société bloquée. On ne change pas la société par décret. On ne change pas la société, absolument. Et qui d'ailleurs n'ont pas pris une ride, même si rien n'a été fait depuis qu'il écrivait ça. Et il a écrit en 1995, au moment du plan Juppé, un petit livre, pamphlet, qui s'appelle « La crise de l'intelligence ». Et il revient un peu sur son parcours. Il dit, voilà, 30 ans que je dissèque la société française, ses blocages, sa bureaucratie. Et je crois qu'en réalité, je n'ai pas vu le cœur du problème. Le cœur du problème, ce qui pourrit la France, c'est la formation intellectuelle de ses élites. C'est une formation trop individualiste, trop darwinienne, trop orientée sur la production de solutions brillantes par des esprits qui ont eu de grands diplômes à 20 ans, incapable d'entraîner les gens, incapable de comprendre comment résonne la diversité des acteurs dans une organisation ou dans la société elle-même. Et je crois que la lecture de ce petit livre très intelligent, ce petit livre de colère par un de nos plus grands sociologues est à mon avis urgente pour tous les dirigeants français qui aspirent à gouverner le pays dans les prochaines années. Je vous remercie. À partir de la semaine prochaine, nous reprendrons notre programme d'été habituel, c'est-à-dire le programme de diffusion des émissions thématiques. Nous nous retrouverons, quand la France aura un gouvernement qui ne s'occupera pas que des affaires courantes. Et d'ici là, donc, vous pouvez évidemment vous inscrire à notre enregistrement public de rentrée, qui est le 8 septembre. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire répond aux questions qui concernent les plateformes de financement, Adrien Beccaria qui a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes
qui nous produisent. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, d'abord mercredi, pour le dernier entretien à propos des influenceurs et des influenceuses, et puis dimanche prochain pour la première de nos émissions thématiques d'été.